Bah, écoutez, il est 16h30. Nous avons 1 heure et demie pour cette web conférence, donc je vous propose de commencer dès maintenant. Ça fera venir les retardataires de quelques secondes, hein, puisqu'on commence vraiment à l'heure. Je me présente, donc Aude Bourdin, je suis conseillère nationale santé médico-sociale à APF France Handicap et je vous souhaite la bienvenue donc, dans ces 4e rencontres dans le cadre d'un cycle de webconférences de l'Université d'été qui est organisé en partenariat avec la Société française de santé publique que l'on remercie. Nous sommes 80 inscrits aujourd'hui avec des profils très différents et j'en suis ravie. Des personnes qui travaillent dans des ARS, d'autres plutôt dans le milieu associatif. Cette mobilisation comme ça de plusieurs secteurs est vraiment extrêmement intéressante pour aborder le sujet que l'on va aborder aujourd'hui dans le webinaire. Quelques petites précisions techniques avant de commencer. On vous remercie de bien vouloir tous couper vos micros pour qu'on n'ait pas de bruit parasite, mais je vois que c'est plutôt, ça a l'air d'aller. Et également vos caméras pour qu'on ait un maximum de bandes passantes et qu'il n'y ait pas de soucis. Autre chose, vous serez amené à pouvoir réagir. On souhaiterait que vous puissiez le faire via le chat. Ça me permettra de collationner vos questions et de pouvoir interpeller nos intervenants parce que nous sommes trop malheureusement pour que chacun puisse prendre la parole en audio. Cette session également est enregistrée, donc c'est important que vous le sachiez. Le replay sera disponible en accès libre depuis le site de l'Université d'été. Sachez que pour les précédents webinaires, par exemple, il y a eu 500 vues de ces webinaires, donc ça marche très très bien. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la question des inégalités de santé en période Covid-19 et du coup, pourquoi les politiques de santé doivent être adaptées au handicap. La crise sanitaire a été un amplificateur des inégalités en santé que nous dénonçons depuis de nombreuses années, alors même qu'on a un corpus juridique qui invite à lutter contre ces inégalités. L'article 25, par exemple, de la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap appelle les États membres à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l'accès à des services de santé pour les personnes en situation de handicap. La loi de modernisation du système de santé rappelle quand même dans son article 1er que la politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux. Alors, du coup, on va se poser un peu la question de qu'est-ce qu'il en a été ces derniers mois. Et nous avons avec nous chercheurs et représentants de personnes en situation de handicap pour nous éclairer sur cette question. Donc, chacun va intervenir 15 minutes pour nous présenter leur vision des choses et à chaque fois, on prendra 10 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à interagir très rapidement dans le chat au fur et à mesure. Donc, nous accueillons tout d'abord Sébastien Clay, qui est responsable de la médiation à l'espace éthique Île-de-France, qui est coordinateur du groupe de travail sur le handicap, donc il connaît très bien, au sein de l'Observatoire Covid-19 éthique et société, et il est chercheur en philosophie. Il nous parlera plus particulièrement de la question de l'autodétermination des personnes en période de crise sanitaire et dans un focus plus établissement médico-social. Nous enchaînerons ensuite avec Coralie Grandet, qui elle est chercheuse en santé publique à l'IRDES. Alors l'IRDES, ça veut dire Institut de recherche et de documentation en économie de la santé à Paris. Donc c'est une ancienne pharmacienne, Coralie Grandet, qui a réalisé ensuite un doctorat en santé publique. Et elle est plus particulièrement spécialisée dans la question des personnes vivant avec handicap psychique. Et du coup, elle nous parlera des facteurs de vulnérabilité à la survenue de détresse psychologique pendant ce premier confinement lié à la Covid-19. Enfin, nous accueillons Agnès Bourdon-Buzyn, qui est administratrice à la fois d'APF France Handicap, mais également de France Asso Santé, qui pourra donc nous donner son regard de représentant d'usagers de la santé en situation de handicap et qui nous parlera de la participation des usagers et de la connaissance de leurs besoins pendant cette période de crise sanitaire. Eh bien, Sébastien, je vous propose de commencer. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup de cette invitation et de me donner l'occasion ici de partager les études qu'on a pu effectuer avec l'espace éthique et l'Observatoire Covid-19 éthique et société. Voilà, bonjour à tous. Donc ici, moi, c'est un travail qui est assez humble et qui est un travail de relevé
qu'on a effectué en créant cet observatoire très rapidement après le début de la crise sanitaire, donc en mars, avant le confinement. Donc cet observatoire, il a pour mission non pas de décrire de manière sociologique ou parfaitement exhaustive sur l'ensemble du territoire les situations qui ont été rencontrées dans les établissements médico-sociaux, mais il a plutôt pour but, grâce à ses enquêtes nationales et puis à son groupe de travail sur le handicap, mais il y a eu d'autres groupes de travail sur le grand âge, les différents types de précarité, etc. Aujourd'hui sur le vaccin. Il a pour but de relever les différents enjeux éthiques qui ont été posés aux établissements ou à domicile. Mais aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur les établissements. Donc, tout d'abord, voilà, je voulais souligner cet élément central, hein, le fait que ce n'est pas exhaustif, puisque justement, vous allez probablement m'apporter beaucoup avec vos questions, puisque par définition, on ne peut jamais savoir tout ce qui s'est passé pour tous les types de handicap, dans tous les types d'établissements, sur tous les territoires. Alors, il y a une grande diversité de territoires et il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enjeux qui ont été posés. Parmi les questions qu'on a relevées, il y a énormément de choses. Il y a l'accès aux soins, la question de l'isolement, la question de l'accompagnement à distance, la question de l'épuisement des parents, la question de la communication, le maintien du lien social, la communication sur les gestes barrières. Bon, évidemment, tout ce qui concernait le matériel, hein, surtout dans le premier temps de la crise, la place du voisinage, les questions liées au domicile, etc. Alors aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur ce qui s'est passé, ou ce qu'on a vu, de l'autodétermination des personnes. Alors, je vais me concentrer sur deux aspects. Tout d'abord, les questions qui sont liées aux conditions de possibilité de cette autodétermination pendant la crise. Et puis ensuite, quelques considérations sur la mise en œuvre concrète de cette logique d'autodétermination des personnes concernées. Alors d'abord, pour anticiper sur une question qui va probablement m'être posée, est-ce qu'on a effectivement intégré dans notre groupe de travail des personnes en situation de handicap ? Oui. Donc, on a fait des enquêtes auprès des personnes en situation de handicap. On a recueilli de nombreux témoignages. Et bien sûr, il y a des personnes concernées qui participaient à nos groupes de travail. Voilà. Des personnes dans le secteur associatif ou hors du secteur associatif. Donc, tout d'abord, sur les questions, alors très rapidement, puisque en 15 minutes, je ne vais pas pouvoir descendre dans chaque question et préciser chaque élément. Mais je vais pouvoir poser les problèmes et puis ensuite, peut-être on pourra en discuter pendant les questions-réponses. Donc, sur les conditions de possibilité de l'autodétermination en période de crise, il y a tout d'abord la question de la communication qui s'est posée très rapidement. Comment on communique auprès des personnes vulnérables sur les gestes barrières, comment on communique à domicile, comment on communique donc par l'intermédiaire des auxiliaires de vie qui n'étaient pas forcément très informés, puisque personne, à vrai dire, ne l'était, sur les mesures précises à mettre en œuvre. Il y avait des informations qui n'étaient pas forcément convergentes ou des informations qui pouvaient se contredire entre les médias et les différentes institutions, les établissements, l'ARS, les informations en provenance directement du gouvernement, etc. Il y a aussi le problème de la communication auprès des personnes vulnérables. On l'a vu également à travers les attestations, notamment, qui, dans un premier temps, n'étaient pas traduites en FALC et qui n'étaient pas accessibles non plus aux personnes aveugles ou malvoyantes. Donc, c'est des questions qui se sont posées pour pouvoir s'autodéterminer. Et déjà, il faut pouvoir être au courant de ce qui se passe, avoir une communication adaptée. Donc là, il y a eu de nombreux témoignages nous faisant part de cette difficulté, ce qui nous pose un enjeu éthique majeur, puisque c'est même la condition de possibilité même de l'éthique, cette problématique de la communication. Ensuite, on a relevé dans les difficultés liées à la mise en œuvre de l'autodétermination, la vulnérabilité partagée entre les soignants et les personnes accompagnées. Les personnes, en l'occurrence ici, les personnes en situation de handicap, mais c'est valable aussi pour les personnes âgées, c'est valable aussi pour les grands précaires, etc. Donc, de nombreux professionnels manquaient effectivement d'informations fiables.
Les professionnels étaient également sous-équipés, donc c'est ce qui posait des questions éthiques en termes d'allocation des ressources majeures. Et puis les personnes dépendantes craignaient également, comment dire, la démission des soignants et la démission des accompagnants, liée à leur situation précaire, au manque d'équipement. C'est-à-dire que dans le premier temps de la crise, beaucoup de personnes en situation de handicap ont craint que les auxiliaires de vie démissionnent tout simplement, n'ayant pas de masque, pas de blouse, pas de gants, etc. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième mouvement pendant le déconfinement où effectivement on a vu une difficulté pour reprendre la vie entre guillemets normale, de recruter des auxiliaires de vie. Et donc, il y a eu cette question de la prime, de la prime aux soignants et aux accompagnants qui a été posée et qui a été soutenue par de nombreuses personnes accompagnées, par crainte également que les accompagnants ne changent tout simplement de métier ou se reconvertissent, ne se sentent pas reconnus, manque de formation, manque d'information, salaire plutôt peu élevé, etc. Donc, il y a cette question dans la condition de possibilité de l'autonomie, évidemment. Il y a le fait qu'il y ait des accompagnants qui soient suffisamment reconnus pour continuer leur travail. Et puis le quatrième point dans cette vulnérabilité partagée entre les soignants et les personnes handicapées, on a relevé la question de la prise de décision dans l'urgence, en situation d'urgence. Alors, on a vu énormément de témoignages d'angoisse, de peur liées à la transmission du Covid chez les soignants et chez les accompagnants, et aussi chez les personnes elles-mêmes, évidemment, et chez les parents qui refusaient parfois l'accès du domicile aux personnes qui venaient pour faire de l'accompagnement. Et cette question de la prise de décision en situation d'urgence et en période de crise et d'angoisse, de crainte, se pose également. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que vous avez tous vécu cette expérience-là. Alors, le dernier point des conditions de possibilité de l'autodétermination, après la communication, cette vulnérabilité partagée entre les soignants et les accompagnants, le troisième point, c'est la place des personnes concernées, des personnes en situation de handicap en période de crise. Dès notre première réunion en mars donc 2020, avant même le confinement, on a eu des témoignages concordants qui nous disaient, de la part de patients experts ou d'experts concernés par le handicap, qui nous disaient il y avait un grand mouvement dans notre entreprise ou dans notre institution qui consistait à nous mettre en avant, à nous demander notre avis, à nous faire participer aux réunions, etc. Et depuis le déclenchement de la crise, il y a une grande crainte et on nous a mis de côté, on nous a demandé de rester chez nous. Et depuis qu'on est chez nous, loin des yeux, loin du cœur, on ne nous demande plus notre avis et on n'est plus mis au cœur des dispositifs. Voilà, ce qui est dommage, ce qui est une logique d'exclusion finalement, mais d'exclusion peut-être avec de bonnes intentions, de protection, de santé, etc. Mais on a vraiment senti très fort ce dispositif-là dans les entreprises ou dans les institutions, et ça s'est traduit de la même façon dans les établissements. C'est-à-dire que dans l'urgence, les personnes concernées n'ont pas du tout été consultées. Il y a eu la création d'unités Covid, le changement des habitudes de vie, le changement des pratiques collectives, évidemment, l'individualisation des repas, des choses comme ça qui ont beaucoup perturbé les résidents et qui n'ont pas été discutées, parfois pas individuellement ni collectivement au sein des établissements. Donc, il y a cette question-là qui reste ouverte. Alors maintenant, le deuxième grand point, j'espère que je ne dépasse pas trop au niveau du temps, je vais faire assez court, c'est comment mettre en œuvre l'autodétermination sur le terrain. Il reste 6 minutes. C'est parfait, merci. Alors ça, vous allez pouvoir m'apporter énormément de choses, j'imagine, puisque vous l'avez vécu. Il y a tout d'abord la question, parmi celles qu'on a relevées, la question de la gouvernance des établissements. Donc les établissements sont très divers et cette gouvernance, elle a été, on va dire, révélée pendant cette période de crise. Donc typiquement, je peux vous lire ce témoignage qui est issu d'un compte-rendu de travail de mai 2020.
donc peu après le déconfinement, et qui fait le bilan justement du confinement. Alors on nous dit, le bilan du confinement en termes de mesures appliquées au sein des établissements est disparate en fonction des types d'établissements et des territoires. Dans les établissements médico-sociaux les plus ouverts et privilégiant l'autonomie, le confinement s'est déroulé progressivement. Le confinement a été plus dur dans les maisons d'accueil spécialisées et les foyers d'accueil médicalisés, donc les masses et les femmes. A contrario, le confinement n'a pas toujours été respecté dans les foyers de vie. Le déconfinement est marqué par la réflexion bénéfice-risque. Dans cette période, la question du risque semble privilégiée dans le médico-social par rapport à l'autodétermination des personnes. Donc voilà, il y a aussi la culture des établissements qui compte beaucoup, et je pense qu'il faut mettre à jour cette culture d'établissement, la questionner, voir comment avancer pour faire davantage de place à l'autodétermination des personnes. Le deuxième point, c'est si on veut mettre en place de l'autodétermination, c'est quelles questions poser aux résidents, évidemment. Quelle structure de dialogue mettre en œuvre avec les personnes, quel arbitrage entre le droit individuel et la logique collective, parce qu'il y a l'intérêt général qui doit prévaloir dans ce type de cas, évidemment. Comment on prend des décisions à la fois collectives et individuelles, voilà, pour la vie d'une personne et puis en même temps la vie d'une communauté. Donc les questions, elles ont été nombreuses parmi celles qu'on a relevées. Comment prévoir les sorties, comment organiser les activités collectives comme les repas, comment maintenir les liens avec la famille, quel équilibre trouver entre autonomie et sécurité, risque et liberté, comportement individuel et bien-être collectif. Donc c'est des vraies questions qui se sont posées. Elles ne se sont pas toujours posées avec les résidents. Elles ont commencé à se poser avec les résidents de manière plus individuelle dans la période de déconfinement, grâce au retour des projets personnalisés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très sensible en période de déconfinement. En tout cas, dans notre groupe de travail et dans nos enquêtes, c'est beaucoup d'établissements qui ont dit, bon, cette fois-ci, on n'est plus dans la panique, donc on va demander aux résidents quel est leur projet dans le cadre du déconfinement, quelles activités ils veulent reprendre ou pas, est-ce qu'ils veulent sortir ou pas, revoir la famille dans quel cadre, etc. Il me reste 2 points. Alors, un point important, c'est quel accompagnement mettre en place avec la société environnante. En termes d'autodétermination, c'est assez important pour permettre justement l'autodétermination des personnes et permettre une continuité dans l'autonomie à un moment donné où les établissements, les externats, étaient défaillants. Alors défaillants malgré eux, c'est-à-dire ils étaient fermés. Donc il y a eu toute une logique d'accompagnement à distance qu'on a travaillé aussi, dont je pourrais vous parler si vous voulez. Mais dans cette logique de l'autonomie, il y a peut-être une articulation à trouver entre les établissements et la société, à un moment donné où les personnes en situation de handicap ont eu plus que jamais besoin de la famille, des amis et du voisinage. Voilà. Alors ça pose de nombreuses questions d'ordre éthique. Si je vous lis un petit passage de notre compte-rendu de notre groupe de travail d'avril 2020, c'est un passage notamment, c'est une réflexion de Noémie Nolot, qui est une personne en situation de handicap qui fait partie de l'association Handidactique et qui nous disait « Il y a eu le lancement de la plateforme Solidaire Handicap pour recenser les initiatives de solidarité au plus près des personnes. Une question se pose sur la nature des offres qui peuvent être déposées. Peut-on diffuser des offres commerciales, même gratuites ?» Il y a eu de nombreuses offres commerciales gratuites proposées pendant le premier confinement. Peut-on diffuser des propositions de voisins qui se substitueraient aux auxiliaires de vie ou à des professionnels? Comment expliquer le périmètre des missions possibles aux internautes? N'est-ce pas un risque de contamination? Ne faudrait-il pas une charte de bonnes pratiques et de précautions à prendre, par exemple? Et toute la question de la formation aussi. Il y a beaucoup d'actes quand on commence à toucher à la trachéotomie, etc., qui ne peuvent pas forcément être effectués par la voisine ou le voisin, même s'ils sont très bienveillants. Donc, c'est des questions qui méritent d'être posées. Et la dernière question que je voulais poser avec vous sur cette autodétermination, c'était l'autodétermination collective. Alors, j'imagine qu'avec France Asso Santé, on va en parler, mais c'est cette question des décisions publiques. Effectivement, dans un premier temps, on a vu que les décisions publiques se prenaient en vase clos, en huis clos,
et que les associations étaient peu entendues, hormis par l'envoi de communiqués de presse par le groupe groupe Polyhandicap France, qui est proche de l'espace éthique, qui a réussi à faire entendre quelques-unes de ses revendications. La, la, la Fédération française des diabétiques, France Alzheimer, etc., qui ont réussi à faire entendre quelques revendications. Mais la parole de personne n'a pas été suffisamment entendue, ce qui a produit des couacs, on pourrait dire ça. Par exemple, sur l'autisme. En avril, effectivement, il y a eu un allègement des mesures pour les personnes, des mesures de confinement pour les personnes autistes, mais ça a mis du temps et ça a créé des situations très complexes. Et de la même façon, il y a eu un allègement des mesures pour les personnes en situation de handicap. Il y a eu une possibilité d'accompagnement. Il y a eu la prise en compte du handicap visuel pour les attestations, etc. Mais tout ça est venu dans un second temps. Et on regrette simplement que la parole des personnes n'ait pas été prise en compte en amont de ces mesures pour avoir une politique la plus inclusive possible. Voilà quelques pistes que je voulais partager avec vous sur l'autodétermination et l'autonomie en temps de crise. Voilà, après, c'est sûr qu'on pourrait, du point de vue philosophique, parler de ce que c'est que l'autodétermination, de ce que c'est que l'autonomie, etc. J'ai choisi de ne pas faire justement cette logique de partage d'expérience pour vraiment partager les problématiques qui ont été posées dans notre groupe de travail, quitte après à ce qu'on prenne chacune de ces problématiques et qu'on la dissèque ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Timing respecté, bravo. Nous n'avons pas du tout de questions pour l'instant dans le chat, donc je vais peut-être lancer quelques premières questions en attendant que les personnes s'expriment. Ils attendaient certainement la fin de votre intervention. Donc déjà, une remarque, on a fait nous le même constat en fait d'une diversité, d'une hétérogénéité des situations, certes en fonction des établissements et des services. Peut-être quand même ce qu'il faut préciser, c'est que les établissements pour enfants ont été fermés de manière autoritaire, ce qui n'était pas le cas des établissements pour adultes. Donc certains ont eu le choix ou pas de retourner au domicile. Ça, c'est des questions. Et je trouvais que c'était important de le préciser parce que tout à l'heure, il y a du domicile qui fait qu'on avait complètement éloigné les accompagnements, mais ça va dépendre en fait du secteur. Voilà. Et que, en fait, finalement, l'hétérogénéité, elle a aussi tenu aux régions, à la manière dont les établissements et services travaillaient avec leurs autotarifications, ARS, conseils départementaux, et à la personnalité aussi des directeurs, très clairement, de leur manière d'animer également. Notamment la question de la participation des personnes dans les établissements et dans les services. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que je voulais préciser. Et j'aurais bien aimé que vous puissiez nous dire pourquoi vous êtes intéressé à la question de l'autodétermination, même sans la définir. Pourquoi cette porte d'entrée? Qu'est-ce qui vous a semblé important? Pourquoi cet angle dans le traitement de la crise, peut-être, pour commencer? Oui, alors on a eu plusieurs types d'angles dans le traitement de la crise. On s'est intéressé à plusieurs questions, l'accès aux soins, l'autodétermination, l'accompagnement, et d'autres questions aussi, la question de la communication, etc. Alors, cette question de l'autodétermination et de l'autonomie, elle nous tient à cœur, puisque pour nous, c'est un élément central de l'écoute des personnes et de l'intégration des personnes dans les dispositifs et non seulement de l'intégration dans les dispositifs, mais aussi de l'adaptation des dispositifs et de cette logique à la fois de l'écoute et de la participation. Pour nous, il n'y a pas d'éthique il n'y a pas de pratique d'éthique s'il n'y a pas cette participation des personnes aux discussions et aux échanges qui les concernent. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle ça nous semblait important. Et puis ensuite, on a observé un mouvement, c'est-à-dire cette question de l'autonomie et de l'autodétermination ne s'est pas posée pendant la première phase du confinement, enfin pas beaucoup posée. Situation d'urgence, situation d'angoisse extrême pour les soignants, pour les accompagnants, etc. La question n'était pas du tout à l'autonomie. Enfin, c'était pas cette question-là qui était majeure. Et puis cette question, elle est arrivée en fin de confinement et en période de déconfinement. Pour nous, c'est à ce moment-là que je l'ai vu émerger, cette question, le renouveau de cette question.
Donc, si on veut, il y a eu une période de comment je pourrais vous dire ça? Il y a eu une période de négation de cette question, quoi, où cette question ne se posait plus vraiment comme elle se pose habituellement. Donc effectivement, il y a eu un retour plutôt de la logique, on va dire, sanitaire, voilà, du tout sanitaire, de la protection, la question du risque, au-delà de la question de la liberté, et cetera. Donc voilà pourquoi. Et puis ensuite, effectivement, vous disiez que le problème s'était posé différemment en fonction des types d'établissements, Mm. des régions, et cetera. Euh, je pense qu'on pourrait étudier, alors ça on ne l'a pas fait spécifiquement, mais il faudrait probablement qu'on le fasse, en fonction aussi peut-être des cultures d'établissement. Est-ce que Ouais. ces établissements avaient une culture de réflexion éthique ou pas? Quel type de culture de réflexion éthique? Est-ce qu'il y avait déjà une logique assez collective de prise de décision ou de questionnement ou pas? Est-ce que c'est des établissements qui ont l'habitude d'avoir une réflexion sur eux-mêmes, sur leur fonctionnement, sur voilà, de remise en question et Mm. de leur fonctionnement pour s'améliorer ou pas, etc. Je pense qu'effectivement, il y a des logiques qui peuvent être assez différentes. Il y a des établissements qui vont considérer que la fin justifie les moyens. Donc, en gros, on va considérer que pour qu'il n'y ait pas de malades, on va prendre tous les moyens possibles, même Mm. très coercitifs. Et puis, il y a des établissements qui vont se questionner beaucoup sur les moyens en se disant que la fin est extrêmement liée aux moyens. Parce que Mm. finalement, qu'est-ce qu'on veut faire dans un établissement au-delà de protéger la vie des personnes? C'est aussi offrir un cadre de vie, offrir un foyer, offrir un domicile. Donc, à partir de là, on se pose la question un peu différemment. Alors, on a un message dans le chat qui nous dit: je suis handicapée auditive au domicile et surprise d'apprendre tout cela et surtout des informations transmises. Pas de communication par les MDPH me concernant. Est-ce normal? Alors, sur les informations transmises, nous, justement on a repéré un problème de transmission de l'information entre les Mm. différentes sources d'information. Donc, il y a eu plusieurs, à ma connaissance en tout cas, plusieurs sources d'informations et c'est énormément passé par les auxiliaires de vie. Et les auxiliaires de vie étaient elles-mêmes pas forcément très bien informées, si bien qu'il y avait même des informations inexactes qui circulaient. Moi, je me souviens très bien qu'il y a une personne qui m'a appelé en tout début, non, avant le confinement, et, de manière un peu paniquée, en me disant: mon auxiliaire de vie vient de me dire que si jamais il y a un confinement en France, elle ne pourra probablement plus venir chez moi. Donc, ce qui était complètement faux, hein. Mais voilà, il y avait ce problème de transmission de l'information. Et puis, dans la recherche des informations, dans un premier temps, ça s'est un petit peu amélioré depuis, mais il y avait des informations différentes entre les associations, entre l'ARS, entre le gouvernement, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens. Voilà, il y avait sur les remboursements, sur les masques, sur les gestes barrières. Il y a eu une période de confusion. Il n'y a pas eu un alignement de la communication, on va dire, qui a rendu les choses très simples. Les choses ont été assez compliquées de ce point de vue-là. Mm. Et du coup, un autre participant se pose la question justement sur ces problèmes de communication. Du coup, dans cette absence de communication, finalement, quelle est la part de mon choix dans ce contexte? Est-ce que vraiment je choisis finalement? Alors, je n'ai pas bien entendu la question parce que ça a coupé de mon côté, excusez-moi. En fait, finalement, au vu de cette carence d'informations d'une part et Hmm. d'informations adaptées d'autre part, du Oui. coup, quelle est la part de mon choix dans ce contexte de carence? Eh ben, c'est justement ça toute la question. C'est que sans communication loyale et transparente, Hmm. on ne peut pas effectuer un choix qui est un choix éclairé, Et du ni de coup, consentement éclairé. Voilà. eh ben, ça fait le lien avec la question suivante. Du coup, est-ce que l'autodétermination dans cette période n'est-elle pas similaire finalement à un consentement éclairé? Oui, ah oui, j'avais pas vu la question, mais oui, effectivement, ça fait le lien. Oui. Euh, le consentement éclairé, bon, il y aurait énormément de choses à dire, hein. On a beaucoup réfléchi à cette question, à l'espace éthique, vous imaginez bien. Euh, c'est compliqué parce que là, dans ce cas-là, il faudrait demander à la personne, à Christine Beauverger, à quoi on consent finalement. Parce qu'il y a quand même plusieurs cas de figure, hein, de consentement. Par exemple, là pour le coup,
il y a des situations qui ne nécessitaient pas de consentement, qui là ont nécessité un consentement. Est-ce que j'ouvre ma porte à l'auxiliaire de vie ou pas quand je suis un parent d'un enfant polyhandicapé et que je sais que l'auxiliaire de vie n'a pas de masque et pas de gants? Alors, est-ce que je consens de manière éclairée au fait que cette personne rentre chez moi, parce que ça va m'aider, parce que ça va me donner du répit, parce que cette personne est absolument nécessaire, etc. Ou bien est-ce qu'au contraire, je retire mon consentement, le consentement qui a été tacite quand cette personne entre chez moi, en disant il est hors de question que mon enfant risque d'être contaminé par le Covid-19. Et dans ce cas-là, à la fois l'équipement et l'information jouent un rôle très important. Sur quels critères est-ce que je peux juger que cette personne rentre ou ne rentre pas chez moi? Et ça, c'est des questions qui se posaient de manière très vive au début du premier confinement, enfin même pendant tout le premier confinement. Et du coup, dernière question avant de passer à l'intervention suivante. Finalement, toutes les questions que vous posez là, c'est des questions qu'on peut se poser aujourd'hui sur la stratégie de vaccination. Alors, la stratégie de vaccination, c'est un sujet vraiment à part entière. Et si on peut poser. On est en train d'y travailler en ce moment à l'espace éthique pour essayer de secouer un peu le sujet et de travailler les différents enjeux éthiques qui tombent. Il y a notamment un enjeu éthique qui va concerner la communication en santé publique. Voilà. Qu'est-ce qu'une communication? Encore une fois, c'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'une communication transparente et loyale sur le vaccin? C'est ça. Et qu'est-ce qu'une communication en période d'incertitude? C'est-à-dire comment je communique alors qu'effectivement, je peux être de bonne foi en disant faites-vous vacciner, et puis il peut y avoir des effets secondaires sur 1/1000e de la population que je ne connais pas en disant faites-vous vacciner. Donc voilà, il y a cette logique-là. Oui, alors En plus, qui se oui. rajoute en fait aux difficultés d'information adaptée, de communication et du coup d'autodétermination derrière. Ah bah oui, parce que là, il faut compter sur le fait qu'on évolue en période d'incertitude, ce qui renforce l'idée qu'on doit avoir une logique démocratique. Mais Puisque quelque part, il y avait finalement, déjà une question de santé publique sur le confinement, puisque la question de la santé publique, c'était quand même de stopper la propagation du virus. oui, C'est oui, juste pas la même, tout à fait. exactement. En fait, il y a déjà, en termes de débat public, il y a est-ce qu'il faut ou pas faire un confinement? Mm. Enfin, c'est une question qui doit être éclairée. Enfin, on doit dire aux personnes pourquoi on tranche dans une direction ou dans une autre. Et puis ensuite, surtout, comment on le fait. Ouais. Voilà. Et pour les deux questions, les usagers, les personnes en situation de handicap, les personnes précaires, etc., n'ont pas été consultés. Mm. Si bien que, comme je vous le disais, on a vu beaucoup d'effets secondaires négatifs pour les personnes qui ont un autisme, par exemple. Voilà. Tout à fait. Ben justement, ça va faire le lien avec Coralie. Alors déjà, juste pour vous dire les derniers commentaires donc dans le chat, qui fait en effet le lien avec les personnes âgées et la manière unilatérale dont certains auxiliaires de vie ont arrêté leurs interventions. Et puis, quelqu'un d'autre qui propose que la MDPH soit aussi garant de cette communication adaptée. Et du coup, Coralie, je crois que vous avez fait à peu près les mêmes constats et vous avez étudié finalement comment ces constats-là ont eu un impact sur la détresse psychologique des personnes pendant le premier confinement. Je vous laisse la parole pour un quart d'heure. Oui, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon diaporama, j'essaie de partager Oui, mon on le écran. voit. Ok. Oui, donc effectivement, comme Aude vient de le dire, je vais présenter une étude sur les facteurs de vulnérabilité à la survenue de détresse psychologique pendant le premier confinement, spécifiquement chez des personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap. Donc nous, on est un peu plus large qu'uniquement les personnes vivant avec un handicap. Et donc, c'est une étude que j'ai réalisée avec ma collègue Maud Espagnac, qui est dans l'auditoire normalement, que j'ai vu brièvement apparaître en vidéo, et Magali Coldefi. Et ça fait partie en fait d'un projet plus vaste qu'on mène à l'IRDES sur les impacts des politiques de confinement sur la santé mentale des populations. Donc déjà, je vais commencer avec quelques données de contexte. Alors, sur la première partie, qui est le contexte épidémique, je ne vais pas vous faire l'affront de revenir en détail dessus, je pense que tout le monde l'a bien en tête. Mais donc, pour essayer de protéger les populations, le gouvernement a mis en place des mesures progressives, de plus en plus restrictives, qui ont culminé avec un confinement total. Donc, le premier ayant lieu du 17 mars au 10 mai de cette année, et il est en cours de reproduction, même s'il devrait prendre fin demain, a priori.
Donc, dans ce contexte, nous, l'hypothèse générale qu'on avait posée, donc là, je parle de la période de mars, au tout début du premier confinement, c'est qu'il y aurait un impact du confinement, au-delà de son effet protecteur sur la santé des populations, il y aurait aussi un effet sur la santé mentale des populations. Alors, bien sûr, dans un contexte épidémique et économique dont il faut tenir compte par ailleurs. Et c'est une hypothèse qu'on n'a pas posée comme ça, qui était étayée par des publications récentes, notamment une revue rapide de la littérature qui a été publiée dans le Lancet en février 2020 et qui avait montré l'impact de la quarantaine dans des contextes épidémiques précédents, donc je pense notamment Ebola et SRAS, sur la santé mentale des populations, et qui avait montré des conséquences qui pouvaient aller jusqu'au stress post-traumatique. Et ces conséquences, elles étaient extrêmement liées à la durée du confinement et à un contexte global d'incertitude. Or, on sait que dans le cadre de la crise de la Covid-19, cette incertitude et ce manque d'information et la durée du confinement également ont été totalement inédites. Mais dans les contextes épidémiques précédents, les mesures de confinement, elles étaient limitées à quelques semaines et elles n'étaient pas étendues à la population générale, elles concernaient uniquement les cas ou les cas contacts. Donc, on pouvait se dire que dans le cadre du Covid-19, il y avait un risque que ce soit encore pire. Alors, petit à petit, il s'est mis à y avoir des premiers résultats liés à cette crise spécifique. Et puis, en France, donc notamment dans le cadre de notre projet Coquelicot, on a fait une première étude dans un échantillon représentatif de la population générale qui a montré un impact réel sur la détresse psychologique et qui a permis d'identifier des populations qui étaient particulièrement à risque de survenue de détresse psychologique au cours du confinement. Et parmi ces populations à risque, en fait, il y avait les personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap. Donc, on a eu envie d'aller creuser un peu plus les mécanismes dans cette population-là. Et donc, pareil, on avait des hypothèses spécifiques de survenue de détresse psychologique au cours du confinement chez les personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap, donc notamment le fait qu'elles ont pu avoir plus de difficultés que la population générale à vivre la crise sanitaire et les mesures liées. Donc déjà, notamment pour les personnes avec une maladie chronique, il y a certaines maladies qui exposent à un risque plus élevé d'infection sévère par la Covid-19, ce qui peut quand même générer une anxiété et une détresse importante. Certaines personnes ont pu craindre de ne pas être prises en charge comme les autres en cas de contamination par la Covid-19 du fait de leur état de santé ou de leur handicap. Ça, c'est quelque chose qui a pu être réel. On a eu des modifications de l'accès aux soins et au suivi visuel qui sont très importants dans cette population. On a pu avoir une application parfois plus compliquée des gestes barrières et des mesures sanitaires, donc notamment du fait de troubles cognitifs, de fait de difficultés de mobilité, etc. Et puis, les mesures de distanciation sociale, elles ont aussi pu diminuer certaines activités bénéfiques pour la santé mentale de cette population d'intérêt, notamment la participation à des activités associatives ou des groupes d'entraide. Donc, on s'est dit qu'il y avait vraiment la nécessité d'une étude dédiée. Par contre, c'est des problématiques qui sont assez difficiles à approcher quand on fait des études en population générale parce qu'on n'a pas forcément des effectifs suffisamment importants de personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap dans ce type d'enquête pour pouvoir vraiment couvrir l'ensemble de leurs problématiques. Donc, du coup, l'idée qu'on a eue, malgré le fait qu'à l'heure actuelle, en France, il n'y a pas de source d'information mobilisable pour constituer de façon réactive un échantillonnage représentatif des personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap, c'était un peu de sacrifier cette question de représentativité pour essayer d'avoir des effectifs suffisants de personnes vraiment concernées et d'aller documenter spécifiquement auprès des personnes concernées les problématiques qu'elles avaient pu vivre pendant la crise. Donc, du coup, notre mode d'échantillonnage, on est passé par un réseau social de personnes vivant avec une maladie chronique. Donc, c'est le réseau Carinity qui est gratuitement accessible en ligne. Et pour accéder aux populations handicapées, on est passé par le relais des associations, donc notamment APF France Handicap et Handidactique, mais je vous ai mis toute la liste sur la diapositive. Pour le champ, on s'est restreint aux personnes qui vivaient en France au moment du confinement. Je pense notamment au fait que Carinity, c'est un réseau social qui est dans plusieurs pays francophones. Donc nous, on a bien fait attention à être que sur une population vivant en France parce qu'il y a eu des changements dans les politiques nationales de confinement et aussi dans ses conséquences. Par contre, on ne s'est pas restreint soit aux personnes vivant en ménage ordinaire, soit aux personnes vivant en institution. Après, on s'est rendu compte que dans nos répondants, finalement, il y avait seulement 1% de répondants qui vivaient en institution. Donc, c'est peut-être une population qui est assez difficile à capter par des enquêtes en ligne, qui a peut-être besoin d'études dédiées auprès de cette population.
Donc ensuite, on a fait un questionnaire en ligne. Dans Coquelicot, il y a Click aussi, qui durait environ 20 minutes pour pas être trop lourd pour les personnes qui y répondaient. On l'a diffusé entre le 21 avril et le 10 mai 2020, donc c'est-à-dire sur les 3 dernières semaines du confinement. Donc c'est une période assez longue. Donc on a toujours ajusté nos analyses sur la date de réponse au questionnaire, puisque notamment les problématiques de recours aux soins ont pu évoluer un petit peu au fil du premier confinement. Donc, dans cette étude-là, on s'est centré sur la détresse psychologique. Donc, on a essayé d'avoir un instrument assez fiable pour mesurer les changements qui avaient pu avoir lieu au cours du confinement. Donc, on s'est appuyé sur un instrument de mesure standardisé, le GHQ12, qui est sensible aux changements à court terme et qui questionne le ressenti du répondant par rapport à son état habituel avant le confinement. Donc, qui permet d'avoir un petit peu plus d'assurance en termes de causalité. On a également questionné les principaux potentiels facteurs associés à la survenue de détresse psychologique sur la base des hypothèses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, soit en utilisant des instruments de mesure standardisés quand ils existaient, soit en construisant des échelles ad hoc. Et puis, on a essayé d'avoir une approche de co-construction. Alors, après, ça a été un peu limité dans le sens où il fallait être très réactif et construire notre questionnaire rapidement. Mais on a quand même soumis les premières versions à des usagers et des associations et on a essayé de tenir compte au maximum de leur retour. Ensuite, du coup, on a été très prudent dans l'analyse de nos résultats descriptifs, parce que comme je l'ai dit, on n'est pas sur un échantillon représentatif. Et c'est quelque chose duquel on peut s'affranchir un peu en faisant des modélisations qui permettent d'ajuster les analyses sur les caractéristiques démographiques, socio-économiques et d'état de santé spécifiques des répondants, pour essayer de corriger ce biais de représentativité. Et ensuite, on a fait des modèles où à chaque fois, on introduisait ces facteurs d'ajustement et ensuite, on introduisait les facteurs sur lesquels on avait des hypothèses d'association avec la survenue de détresse psychologique. Donc, on a d'abord mis les facteurs pour lesquels on avait trouvé une association en population générale pour voir si les mêmes problématiques se posaient aussi pour les personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap. Et ensuite, tous les facteurs pour lesquels on avait des hypothèses spécifiques dans notre population interne. Alors, pour ce qui est des résultats, donc nous, on a eu 1195 individus avec un questionnaire complet. Donc, vous voyez qu'on a eu quand même un fort recrutement via le réseau social Carmity. C'était le recrutement majoritaire. Donc, il est possible qu'on documente un peu plus précisément les problématiques des personnes vivant avec une maladie chronique, du coup, que les problématiques des personnes vivant avec un handicap. Mais on fait quand même l'hypothèse que ces problématiques étaient très proches au cours du premier confinement. Pour ce qui est des caractéristiques sociodémographiques, c'est assez typique de ce qu'on observe pour les enquêtes en santé, les enquêtes volontaires et également les enquêtes en ligne. On a toujours une majorité de femmes et de personnes ayant fait des études supérieures. On avait un âge moyen de 57 ans et seulement 28% de nos répondants qui avaient une activité rémunérée en milieu ordinaire. Les autres étaient à la retraite ou ne travaillaient pas du fait de leur état de santé ou de leur handicap. Donc, on n'a pas souhaité avoir une approche par pathologie ou par type de limitation. On a quand même essayé de mieux comprendre à qui on avait eu affaire parmi nos répondants. Donc, il y en avait quand même près de 70% qui étaient à risque de développer une forme grave d'infection par le coronavirus en cas de contamination. On en avait 74% qui avaient des limitations et une maladie chronique d'ordre moteur ou sensoriel, 60% avec des limitations et une maladie chronique d'ordre viscéral ou métabolique, et 27% avec des limitations et une maladie d'ordre psychique, intellectuel ou cognitif. Mais en fait, ce sont des populations qui avaient beaucoup de comorbidités, puisque plus de 50% de nos répondants avaient des limitations dans au moins 2 de ces catégories. Et puis là, c'est un résultat descriptif, donc il faut prendre avec des pincettes, mais on observait parmi nos répondants 57% qui étaient en détresse psychologique au cours du confinement, dont 24% présentaient une détresse sévère. Il faut savoir que nos résultats en population générale montraient 33% de répondants avec une détresse psychologique, mais là, on était sur un échantillon représentatif. Donc, pour ce qui est des facteurs qui étaient associés à la survenue de détresse psychologique, donc je vais essayer de ne pas être trop technique. En gros, là, sur mes graphiques où je présente les résultats des modélisations, à chaque fois, j'ai présenté l'odds ratio ajusté, donc ce qu'on a appelé ORA. Et en fait, plus il est éloigné de 1, plus il traduit une association importante. Et l'association est significative quand l'intervalle de confiance n'inclut pas 1. Donc là, c'est ce que je vous ai représenté avec des petits carrés rouges et des petites étoiles noires. Donc voilà, même si vous ne comprenez pas la modélisation, vous pouvez tout à fait en comprendre ces résultats. Donc, ce qu'on observe parmi les facteurs qui avaient un rôle sur la survenue de détresse psychologique au cours du confinement dans la population générale, c'est qu'il y en a quand même un grand nombre qui ont également un rôle chez les personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap. Donc, notamment le fait d'avoir un soutien social
et une solitude perçue importante était associée à un surrisque de survenue de détresse psychologique. Le fait d'avoir constaté une diminution des ressources financières du foyer du fait du confinement était aussi associé à un surrisque de survenue de détresse psychologique. Le fait d'avoir passé plus de temps sur les réseaux sociaux qu'habituellement était également associé à un surrisque de détresse psychologique. Donc là, on parle de réseaux sociaux généralistes type Facebook, Twitter, etc., et pas de réseaux sociaux de soutien entre patients. Et le fait d'avoir une satisfaction vis-à-vis des loisirs qui avaient évolué pour être plus négatifs était également associé à un surrisque de détresse psychologique, quelle que soit la satisfaction vis-à-vis des activités de loisirs avant le confinement, hein, qui est quand même assez faible dans cette population. Donc, globalement, on retrouve quand même des facteurs qui sont communs à la population générale. Ensuite, donc, on s'est intéressé à des facteurs de vulnérabilité spécifiques. Donc on voit qu'en fait la facilité à appliquer les mesures sanitaires, donc j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, mais en gros la difficulté à appliquer les mesures sanitaires est associée à un surrisque de survenue de détresse psychologique. C'est l'inverse que vous voyez ici sur le graphique. Le fait aussi de penser à être prise en charge différemment en cas d'infection par la Covid-19, qui finalement concernait plus d'un tiers de nos répondants, donc c'est vraiment une problématique qui était importante dans notre population, était associée à un taux, à un surrisque extrêmement important de survenue de détresse psychologique au cours du confinement. Et c'était également quelque chose qu'on observait quand on avait une diminution des soins ou des aides au cours du confinement. Donc là, on a considéré conjointement à la fois les soins à l'extérieur du domicile, les soins à domicile et les aides aux activités de la vie quotidienne. Et donc, on a considéré tous les patients qui avaient eu au moins un de ces soins ou de ces aides arrêtés. Et en fait, quand on considérait l'ensemble de nos répondants, c'était plus de la moitié de nos répondants qui étaient concernés par ce changement. Et quand on considérait spécifiquement les répondants qui avaient répondu à toutes les questions et qui avaient signalé des besoins importants de suivi avant le confinement, on avait plus de 80% de nos répondants qui étaient concernés. Donc voilà, il y a vraiment une ampleur de ce phénomène-là. Alors par contre, notre hypothèse d'association avec une diminution de la participation à des activités associatives en présentiel du fait du confinement n'était pas associée à un surrisque significatif. Après, il faut quand même se rappeler que nous, on est dans une population qui soit participe à des réseaux sociaux de patients, soit est impliquée dans des associations. Et je sais que par exemple, l'APF a appelé tous ses membres un à un pour savoir comment ça se passait. Donc on peut faire l'hypothèse que des populations qui ne sont pas dans ces réseaux-là seraient encore plus impactées et que là, il y a pu avoir un effet substitutif protecteur. Voilà, alors quelques mots sur les facteurs d'ajustement. Donc là, c'est des facteurs d'ajustement qu'on ne peut pas modifier, hein, qui sont liés à l'état de santé avant le confinement et aux caractéristiques sociodémographiques des répondants. Mais ce qu'on observait systématiquement même dans tous les modèles, c'était que le fait de vivre avec des limitations ou une maladie chronique d'ordre psychique, intellectuel ou cognitif exposait vraiment un surrisque de détérioration de l'état de santé mentale indépendamment de l'état de santé mentale avant le confinement. Donc ça, c'est quelque chose qui a été constaté dans d'autres études, hein, dans la littérature, et qui est lié au fait que ces populations, même stabilisées, restent probablement plus sensibles à des éléments extérieurs anxiogènes. Et, voilà. Et donc, on subit une dégradation importante de leur état de santé mentale. Le fait d'avoir des difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne avant le confinement était également associé à un surrisque de survenue de détresse psychologique. Après, les intervalles de confiance étaient assez larges, donc il faut interpréter prudemment ce résultat. Et pour ce qui est des caractéristiques sociodémographiques, alors ça, c'est quelque chose qui était également retrouvé en population générale. Le fait d'être une femme et le fait d'avoir des enfants, en particulier pour les familles monoparentales, était associé à un surrisque de survenue de détresse psychologique, donc en lien probablement avec une augmentation de la charge mentale au cours du confinement parce qu'il fallait gérer l'école à la maison, etc. Alors juste pour mettre un petit peu en perspective ces résultats, donc de nos résultats, on voit déjà quelques pistes d'adaptation des politiques publiques, hein. Donc bien entendu, il faut vraiment veiller à prendre en compte les besoins spécifiques de cette population de personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap. Elles ont vraiment des problématiques spécifiques au cours du confinement. Donc il faut bien entendu prendre en charge précocement toute détresse psychologique en essayant de faciliter leur accès aux services de soins de santé mentale. Alors je sais qu'il y a une stratégie nationale sur les conséquences psychologiques du confinement qui est en cours de définition, il me semble. Donc, ce serait bien qu'il y ait des mesures spécifiques à la population qu'on a étudiée ici. Donc, il semble aussi nécessaire d'adapter les mesures sanitaires aux spécificités de cette population, de maintenir autant que possible son suivi sanitaire et médico-social et de renforcer la communication sur la garantie et la nécessité d'une prise en charge vraiment équitable en cas d'infection par la Covid-19 et le fait qu'il n'y aura pas de tri sur l'état de santé et le handicap. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent apparaître
assez négative, mais finalement, je voulais quand même avoir une conclusion un peu positive, hein. Déjà, la plupart de ces facteurs de vulnérabilité, il est possible d'agir dessus par des politiques adaptées, donc on peut faire quelque chose. Donc ça, je trouve ça quand même assez important de le signaler. Et puis, globalement, dans le cadre du second confinement, alors ce sera intéressant d'avoir aussi le retour des associations et des personnes concernées sur cet aspect-là, mais j'ai l'impression que ça se passe quand même mieux, notamment en termes de maintien du suivi sanitaire et médico-social. Voilà. Après, il ne faut pas oublier que là, on était sur une étude qui était vraiment réactive et qui était vraiment au moment de la crise, alors qu'il y a aussi des potentielles conséquences à plus long terme, à la fois sur l'état de santé psychique et à la fois sur l'état de santé général et qui n'étaient pas encore observables au moment de cette étude. Donc du coup, nous, on a déjà des perspectives de recherche en ce sens, donc notamment le projet Handi-Covid, qui vise à mobiliser les données de consommation de soins de l'assurance maladie, donc c'est ce qu'on appelle le système national des données de santé, le SNDS, pour essayer d'aller documenter les impacts au long cours des restrictions d'accès aux soins et services d'accompagnement, en se centrant là plus spécifiquement sur une population de personnes vivant avec un handicap psychique ou moteur au cours de la crise sanitaire, et d'essayer de voir quels ont été les impacts en fait en termes de réduction de l'espérance de vie, alors pas uniquement liés à la Covid-19, mais également liés à toutes les restrictions d'accès aux soins qui ont pu avoir lieu, les restrictions dans les parcours de soins, les hospitalisations évitables, etc. Voilà. Donc ça, c'est le projet à suivre. Voilà, il me semble que j'ai fini. Donc, merci beaucoup de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Coralie. Alors, on n'a pas encore de questions dans le chat, mais je pense que ça va arriver au fur et à mesure. Ils vous écoutaient religieusement jusqu'à la dernière seconde. C'était passionnant comme l'intervention de Sébastien. Et finalement, on s'aperçoit que quel que soit l'angle d'attaque que l'on prend, on fait à peu près les mêmes constats en fait, de carence, d'une part, et les mêmes constats finalement des caractéristiques. Finalement, à la question de l'information dont vous parliez tout à l'heure, à la question également, vous avez pointé l'un comme l'autre, en fait, la vulnérabilité qui est liée à la dépendance, en fait, soit du soin, soit de l'accompagnement. Ça, c'est, vous l'avez abordé tous les deux. Et puis, vous avez rajouté, Coralie, quelque chose que nous, on a vraiment connu également, c'est cette peur d'être traité différemment dans les soins, comme tout à chacun. Et puis la question de la vulnérabilité aux formes graves de Covid pour un certain nombre de personnes en situation de handicap, dont la pathologie qui est à l'origine du handicap peut en effet avoir des conséquences. Et c'est vrai que cette peur-là a été terrible. Sébastien en avait parlé un peu, de personnes qui s'étaient complètement enfermées chez elles. Et là, on voit bien qu'il y a quand même des caractéristiques un petit peu différentes finalement de la population générale. C'est vrai que j'avais coutume de dire que ce tri médical n'avait jamais été objectivé en France, mais il y a une étude qui est sortie spécifiquement sur les personnes qui vivent avec un trouble psychique sévère et qui a montré que même en ajustant sur leur état de santé et sur leur comorbidité, en cas d'infection par la Covid-19, elles avaient eu moins accès aux services de réanimation que des personnes avec un état de santé égal. Donc voilà, je pense qu'il y a des ça va être extrêmement compliqué à objectiver, mais très clairement, il y avait une peur. On a quelques exemples, je pense que c'est quand même pas la majorité. Et puis, nous, par contre, ce que l'on a connu, c'était en amont même de l'hospitalisation, en fait. On a eu des témoignages de refus d'intervention du SAMU ou du SMUR, estimant finalement que ce n'était pas la peine de l'emmener jusqu'à l'hospitalisation. Voilà, donc ça a été extrêmement choquant. Et c'est vrai que du coup, on était plus protégés quand on était en établissement, parce que là, du coup, c'était des professionnels qui étaient l'interlocuteur des services d'urgence et du coup, ils avaient peut-être des mots et des façons d'aborder les choses qui permettaient que finalement, les services d'urgence finissent par se déplacer, alors que quand vous êtes à domicile et que c'est votre famille qui appelle, et ben, du coup, on a vu qu'ils n'étaient pas non plus logés à la même enseigne. Et je pense aussi que du coup, peut-être que vous n'avez pas pu voir ce qui s'était passé en institution, mais peut-être qu'il y a certaines choses qui seraient du coup modulées, notamment en termes de peur. Donc, on vous félicite pour cette super présentation et cette super étude, d'une part. Et puis, Mohamed nous dit, la première période, il y a vraiment eu un effet de sidération qu'on a moins en effet sur la deuxième et qui du coup accentue plus sur la santé mentale. Donc, il vous demande, est-ce que vous avez prévu de renouveler ce questionnaire à l'issue de ce deuxième confinement? Et il ne voit pas l'effet de la précarité sociale et financière qui pourrait avoir aussi un fort impact. Vous en avez parlé un petit peu sur la baisse des ressources, mais peut-être est-ce que vous pourriez un petit peu
plus creusé avec le nombre de mètres carrés, quand on est une CSP++, etc. Alors après, sur les personnes en situation de handicap et atteintes de maladies chroniques, on sait aussi qu'il y a une surreprésentation de la précarité. Mais peut-être que vous pourriez un petit peu détailler sur ces aspects-là. Alors déjà, pour la première question, non, malheureusement, on n'a pas prévu de renouveler ce questionnaire. Alors tout simplement parce que la recherche est très dépendante de financement et qu'on n'a pas un financement spécifique pour cette étude-là. Donc voilà, l'IRDES a bien voulu participer pour la première étude, mais ça devient compliqué de le reproduire. Après, je sais qu'il y a d'autres, enfin voilà, il y a d'autres équipes de recherche qui travaillent sur ces thématiques. Enfin, j'ai bon espoir que d'autres les abordent. Alors après, pour la question de la précarité, effectivement, c'est une très bonne question. Alors nous, dans nos facteurs d'ajustement, on a ajusté sur le niveau d'études. Alors c'est pas forcément, voilà, c'est un vrai gros proxy de la situation économique et aussi sur la situation vis-à-vis de l'emploi. Et donc c'est deux variables qui ne ressortaient pas significatives dans les analyses. Après, effectivement, ce qu'on a pu mettre en avant, indépendamment de la précarité avant le confinement, c'est que quand il y avait une diminution des ressources économiques dues au confinement, là, il y avait un vrai effet sur la santé mentale. Donc voilà, Une on autre n'a pas pu question, l'aborder plus c'est finement. avez-vous fait le lien avec les violences intrafamiliales dues au confinement? Est-ce que c'est des choses que vous avez pu travailler? Alors ça, on ne l'a pas abordé. Je sais qu'il y a des études en population générale qui l'abordent, mais ça reste très difficile en fait de poser ce type de questions via un questionnaire en ligne parce que voilà, mettons une femme qui subit des violences intraconjugales de la part de son mari, elle répond au questionnaire quand elle est chez elle avec potentiellement son mari derrière elle. Donc ça pose aussi des questions méthodologiques sur la capacité des personnes à pouvoir répondre à ce type de questions sur un questionnaire en ligne à domicile. Mais je crois qu'il y a l'enquête Sapris notamment qui aborde ces questions en population Mais générale. en population générale. Donc, il n'y aura pas un lien spécifique, notamment lié à la Non. vulnérabilité de la dépendance dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on Oui. sait très clairement l'impact, enfin, les personnes en situation de handicap sont plus exposées également à la question des violences du fait de ce lien de dépendance. C'est vrai que c'est une question très intéressante et très importante. Ouais. Quelqu'un vous demande aussi, est-ce que vous pourriez revenir sur comment vous avez diffusé le questionnaire? Vous l'avez dit en début d'introduction, mais ça n'a pas forcément été bien entendu. Ok, alors donc du coup, nous, on n'a pas souhaité donc, différencier les personnes vivant avec une maladie chronique des personnes en situation de handicap, puisqu'on s'est dit qu'elles faisaient face aux mêmes problématiques pendant le confinement. Donc on a visé les deux populations. Pour la population des personnes vivant avec une maladie chronique, on est passé par un réseau sociaux de patients qui est le réseau Carnity. C'est une communauté de patients en ligne où ils s'entraident avec des forums, des magazines santé, etc. Donc là, ça a été spécifiquement diffusé à tous les usagers du réseau Carnity, qui se soient connectés récemment ou pas d'ailleurs. Et puis ensuite, on a fait le relais par des associations pour essayer d'atteindre les personnes en situation de handicap, donc notamment APF France Handicap, Handidactique et d'autres un peu plus axés sur le handicap psychique. Donc, voilà, D'où le biais dont vous parliez tout à l'heure, où finalement vous touchiez des personnes qui étaient déjà accompagnées par une structure associative. Et c'est vrai, vous avez raison, les associations ont vraiment fait ce rôle de tampon. Et je pense que si on n'a pas trop de casse, comme on a pu l'avoir, par exemple, je pensais notamment à la casse sur les personnes âgées lors de… Ah, excusez-moi, je cherche mes mots. Lors des grandes vagues de chaleur. C'est vrai que le tissu associatif, les CCAS, ont vraiment joué l'échelon de proximité qui a permis d'amortir un peu les choses et que du coup, finalement, les personnes qui sont les plus isolées, c'est des personnes qu'on n'arrive pas à retracer dans les études. Donc, on peut faire l'hypothèse finalement que ça a été encore plus difficile pour elles. Oui, sachant qu'on a déjà, nous, dans cette population qui est censée être un petit peu protégée, 57% de personnes qui ont subi une détresse psychologique suite au confinement. Donc voilà, on peut imaginer que c'est encore plus important si on touchait l'ensemble des gens. Donc c'est quand même assez inquiétant. Donc, voilà. Alors, nous avons eu alors une autre question qui est peut-être moins pour vous finalement, c'est demander comment concilier le respect de la distanciation sociale et la proximité qu'exige l'assistance pour certaines personnes, notamment en situation de handicap visuel, mais c'est vrai pour d'autres. Alors là, ce n'est pas quelque chose que votre étude a investigué, mais oui, ça a été toute la question que Sébastien soulignait notamment en introduction, de quand on manque de protection, comment on fait? Voilà. Une fois que finalement on peut être équipé des deux côtés,
avec l'ensemble des protections nécessaires, à ce moment-là, bah, c'est comme tout à chacun soigner, en fait, hein, finalement, ni plus ni moins. Et c'est vrai que dans le premier confinement, c'est quelque chose qui s'est posé avec une acuité très forte. Et c'est des choses, je pense, sur lesquelles Agnès reviendra dans sa prochaine intervention. Mais voilà, je pense que dans votre étude, vous n'êtes pas du tout penché sur ces questions-là. Certaines personnes en précarité se sont vues sanctionner, l'amende est doublée sinon respect des délais, pas de financement possible. Seriez-vous me proposer des pistes de soutien? Alors, je ne sais pas, précarité et SDF, oui, donc là, c'est sur la question des attestations. Oui, en effet, ça a été extrêmement compliqué. On a eu des personnes en situation de handicap aussi qui ont eu des difficultés par rapport à ça, qui se sont fait verbaliser parce qu'ils n'avaient pas leurs attestations de sortie. On avait appelé quand même à la bienveillance. On va appeler les forces de l'ordre à être un peu plus souples sur ces questions-là. Moi, je vous conseillerais de faire un recours tout simplement auprès de la préfecture de police sur ces choses-là. Je crois qu'on arrive un petit peu au bout des commentaires. On est dans les temps. Voilà, Agnès, qui va, je pense, reprendre la plupart des aspects que vous avez soulignés, mais du point de vue des personnes en situation de handicap et des usagers du système de santé. Agnès, à toi. Merci. Alors, il y a un PowerPoint qui devrait apparaître. Parce que si je fais partage d'écran, ça va me poser des problèmes. Il y a... Comment vous avez partagé votre écran ou partage d'écran et ensuite d'accord, ok. Alors, il faut que j'aille chercher. Les du coup, moi, je pensais qu'elle allait mettre le slide. Excusez-nous 2 petites secondes. Je vais chercher les choses. Bon. Désolée, c'était pas prévu comme ça. Alors, attends, faut que je revienne. Excusez-moi, je reviens. Hop. Voilà. Super. Merci beaucoup. Oui, mais moi, je ne vois pas. Oui, tu es sur ta tablette? Ouais, mais je ne vois pas où je suis. Je n'ai plus du tout mon... Je n'ai plus rien. Bon, alors, je suis vraiment désolée. Si. Et oui, mais non. Je ne peux plus ouvrir mon écran, en fait. C'est ça mon problème. Ça y est, j'y suis. Mais je n'ai pas le PowerPoint. Vous pouvez le remettre, s'il vous plaît? Merci. On est bon? C'est bon pour toi, Agnès? Oui, c'est parfait. Parfait, merci beaucoup. Désolée. Donc, oui, après les interventions de Coralie et de Sébastien, je vais faire le point un petit peu sur les constats que nous avons faits, et notamment 2 constats majeurs du manque d'adaptation des politiques de santé pendant la crise Covid-19, du moins pour ceux qui viennent de se passer, parce qu'on est encore dedans. Un premier point sur la méconnaissance du handicap et du secteur du médico-social et la non prise en compte des besoins et des risques. Et puis après, j'aborderai par un deuxième point la négation de la démocratie en santé au moment de la crise sanitaire Covid-19, notamment dans sa première partie. Vous pouvez passer à la deuxième, merci. Je n'ai pas la main, moi, sur mon... Voilà, c'est pas grave. Merci. Donc, dans cette première partie, je vais vous donner 2 exemples emblématiques qui vont vraiment, qui ont été les porteurs de ce qui se passait. Par une première partie, Sébastien en a bien parlé, c'est l'accès au matériel de protection, que ce soit dans les structures ou au domicile, ce qui a entraîné une peur de contagion au domicile, excessive parfois, avec un refus d'intervention de part et d'autre, des refus d'intervention de la part des personnels qui interviennent au domicile parce qu'ils avaient peur d'attraper le Covid ou d'être les vecteurs du Covid chez les personnes, ou alors un refus de la part des personnes qui avaient besoin d'intervention par peur elles-mêmes d'être contaminées ou de contaminer au cas où elles soient malades. Donc, on s'est vraiment retrouvé dans une situation extrêmement précaire pour beaucoup de personnes et beaucoup d'intervenants qui, soit parce que leurs associations, quand c'est du personnel qui intervient à travers des associations, avaient dit dès le départ de ne plus aller au domicile, donc un arrêt complet,
ou alors avec aussi cette peur des personnes de faire entrer n'importe qui au domicile. Donc, cet accès du matériel de protection a été surtout très, très importante les 3 premières semaines de confinement, voire le premier mois où on n'a pas considéré les aides à domicile comme des personnes ayant besoin en urgence de ces protections, qu'on n'a pas considéré non plus que les personnels comme les infirmières, les kinés qui intervenaient au domicile étaient à des personnes à risque qui avaient besoin en urgence de ce matériel. De toute façon, on en disposait tellement de peu que voilà. Et puis à partir du moment où on a commencé à avoir du matériel, on a mis des conditions pour l'accès à ce matériel qui étaient telles que ça restreignait l'accès. Pour vous donner un exemple, une personne qui avait à peu près 4-5 intervenants au domicile devait faire des attestations pour ces 4-5 intervenants, comme quoi ces personnes intervenaient bien chez elles. Et alors, une fois qu'elles avaient cette attestation, elles pouvaient aller à la pharmacie chercher 10 masques par semaine pour intervenir chez cette personne. Donc, on imagine en plus le flot qu'on a créé dans les pharmacies en continu de personnes qui allaient, à chaque fois qu'elles intervenaient dans un domicile différent, chercher 10 masques par semaine par personne. Donc, vraiment, il y a un gros problème dans le management qui s'est posé. Ensuite, il y avait aussi ce deuxième problématique, et puis Coralie et Sébastien l'ont bien dit, le risque et la peur du tri des malades au seul motif du handicap. Bon, là, moi, je suis dans le champ du handicap, mais dans le champ de la maladie chronique, ça s'est aussi posé avec les mêmes problématiques, avec bien entendu une mauvaise information, avec un mauvais traitement de l'information au niveau des médias, de la peur engendrée par ce que les gens entendaient, et donc une surmobilisation par rapport à ce tri. De toute façon, c'est extrêmement compliqué, comme le disait Aude, d'avoir des chiffres, de savoir est-ce qu'il y avait vraiment du tri ou pas. Nous, on a eu des exemples du tri à partir d'établissements et à partir de domicile, du tri à partir d'établissements où on disait à l'établissement, mais de toute façon, vous avez des soignants, donc il n'y a pas de problème, vous saurez faire face. On se déplacera que vraiment en cas d'extrême urgence, voilà. Ou au domicile où on ne prenait pas en compte la demande parce que la personne était en situation de handicap et que ce n'était pas prioritaire sur tout ce qui se passait. Donc vraiment, une situation, deux exemples qui montrent vraiment en quoi toutes ces problématiques liées au handicap n'avaient pas été du tout prises en compte dès le départ. Et tout ça parce qu'il y a une méconnaissance des missions et des capacités de soins. En effet, beaucoup de structures d'hébergement aussi du médico-social ne disposent pas d'infrastructures de soins 24 heures sur 24, avec en continuité des soins infirmiers et une présence médicale. Ce que semblait ignorer beaucoup de politiques dans le champ du politique de santé, mais ça se passait aussi dans les EHPAD. Aujourd'hui, on commence à prendre conscience que dans les EHPAD aussi, il n'y a pas en continu du personnel soignant. Ben oui, il n'y en a pas dans la plupart des hébergements liés au médico-social, que ça soit lié au handicap ou lié aux personnes âgées. Et on a considéré donc de fait que ces établissements étaient capables de se préoccuper de la santé des personnes atteintes de Covid, y compris de Covid sévère, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc, c'est vraiment une grande ignorance par rapport à tout ça. Et puis, on a aussi eu le problème du handicap qui a été assimilé systématiquement à une vulnérabilité aux formes de Covid-19, ce qui n'est pas le cas non plus. La vulnérabilité des formes graves de Covid-19, on les connaît aujourd'hui. Elles sont liées en premier à l'âge, après avec certaines comorbidités comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, mais en rien le handicap n'est une vulnérabilité première. Je parle pas là des formes graves de handicap comme les polyhandicaps ou les personnes trachéotomies, qui font partie du champ de la pathologie ayant des vulnérabilités complexes et associées aux comorbidités.
Aussi, tous les handicaps, souvent, sont assimilés à la difficulté à respecter les gestes barrières. Ben non, c'est fonction du type de handicap, du degré de formation et d'information aussi. Comme l'a relevé Sébastien, on a manqué d'informations adaptées, soit en FALC, mais aussi en langue des signes pour les personnes sourdes, avec aussi un manque d'informations bien décodées sur le plan sonore pour les personnes non-voyantes. C'est bien beau de se dire de se laver les mains, mais ce n'est pas un geste simple. Utiliser du gel hydroalcoolique, faut-il encore le décrire et expliquer comment on fait et l'intérêt. Voilà, donc vraiment des grandes difficultés à appliquer les gestes barrières du fait de certains de handicap, mais pas parce que les personnes ne peuvent pas le faire, parce qu'elles n'avaient pas les bonnes informations. Donc ça remet vraiment en perspective tout ça, et il y a à reconsidérer énormément de choses sur les diffusions d'informations. Donc, comme je l'ai dit, sur le rôle du médico-social, les méconnaissances et puis les impensés politiques qui retardent la prise de décision. Et puis, quand on a commencé à penser au secteur du médico-social, on a beaucoup pensé au secteur de l'EHPAD et on l'a adapté ensuite aux autres sans tenir compte des critères d'âge. Par exemple, on ne peut pas adapter les mêmes précautions pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes que celles qu'on prend pour les personnes âgées, y compris pour le confinement, on ne peut pas demander les mêmes choses. Voilà, donc ça a été en fait, on avait l'impression que les politiques, que ce soit les politiques en haut lieu, mais aussi les ARS qui donnaient des ordres contradictoires par moment, ne connaissaient pas comment fonctionnait vraiment le secteur médico-social et les différentes strates. Comme vous l'avez bien dit, Sébastien, il existe les femmes, les MAS, les services à domicile, les ESSAD, les IEM, et elles n'ont pas toutes les mêmes missions et ne fonctionnent pas toutes avec des hébergements. Les hébergements, c'est extrêmement varié et on avait l'impression que tout le monde était traité sur le même terrain, ce qui a complexifié énormément les choses. Bien la deuxième, la suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je vous disais, ça a entraîné beaucoup d'effets secondaires à cette non prise en compte, des ruptures brutales d'un certain nombre de soins. On a vu énormément de personnes plus du tout prises en charge au niveau kinésithérapie, des soins infirmiers faits à minima quand ils étaient faits, des accompagnements orthophonie, orthopsie, psychologie, en psychiatrie, plus de prise en charge du tout, et des familles laissées à l'abandon, tant dans le lien avec l'établissement, tant chez elle à domicile, elle n'avait plus de contact avec les établissements ou très peu. Alors, c'est très établissement dépendant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sébastien. On a noté que dans certains établissements, il avait été mis un appel téléphonique régulier auprès des familles. D'autres avaient donné un numéro de téléphone d'urgence, mais c'est très dépendant des établissements. Il n'y avait pas vraiment une convergence sur la façon dont les personnes pouvaient avoir du lien avec tout le secteur qui d'habitude les prenait en charge. Ensuite, il a fallu gérer la gestion de la pénurie, des équipements de protection difficiles à obtenir, mais parfois aussi des produits de santé. On a eu pas mal de remontées par rapport au traitement de l'épilepsie où il a manqué de médicaments. Dans les corticothérapies, des gens qui avaient des corticothérapies qui sont vus, les corticothérapies reversées vers les structures hospitalières et donc indisponibles en pharmacie. Enfin, énormément de problèmes avec les traitements, le Rivotril, enfin j'en passe et des meilleurs. Et puis, tout ce qui était le matériel d'injection qui, pareil, a manqué et donc a été reversé dans le secteur hospitalier avant d'être distribué sur le secteur de ville. Des restrictions d'aller et venir pas adaptées au handicap, je ne reviendrai pas, Sébastien, vous l'avez très bien dit, et puis Coralie aussi, des attestations non adaptées, des isolements contraints pour des personnes pour qui il n'aurait jamais fallu faire d'isolement, donc qui se sont dégradées.
et puis des ordres contradictoires par rapport à ces isolements selon les structures. On isole complètement dans la structure par chambre, en unités séparées, ou alors par unité, ou alors on isole que dans la structure. Enfin, vraiment, selon les ARS, les diffusions des informations étaient très contradictoires. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, des informations pléthoriques, contradictoires, peu éclairantes et pas adaptées à certains types de handicap. Agnès, plus que 2-3 minutes. Oui, je file sur la deuxième partie. Parce Merci. qu'il y a beaucoup à dire après. Ben oui. Nous passons sur la négation de la démocratie en santé pendant cette crise. Donc, l'enjeu de la participation des usagers aux politiques de santé, à l'organisation, la qualité et la sécurité des soins et à la défense des droits des usagers. Sur un plan national, il y a eu 3 temps. Au départ, l'aide à la décision politique a reposé uniquement sur les instances scientifiques, comme vous avez pu le voir. On n'a pas du tout fait appel aux associations. Le Conseil scientifique Covid-19 a laissé une seule place attribuée au milieu associatif. Le Haut Conseil en santé publique, le SFPF et l'ensemble et l'HAS ne se sont jamais tournés sur les associations. La CNS n'a pas été saisie et la mission Castex n'a associé aucune association. Et c'est pas faute que les associations se soient fait signe, se soient interposées et militées, mais pas d'écoute de la part du gouvernement de ce point de vue. En mai et juin, on a commencé à avoir des frémissements avec, à partir du mois de mai, un comité de contrôle et de liaison Covid-19 où on a associé la société civile et le Parlement. Il y a 2 membres de France Asso Santé qui en font partie, et c'est toujours en cours. Et depuis septembre, enfin, l'émergence d'un renforcement de la présence des associations avec, pour France Asso Santé, des contacts informels mais réguliers avec le ministère de la Santé, avec la DGOS, le CCNE, surtout par rapport à l'état des lieux sanitaires et aujourd'hui sur tout ce qui tourne autour de la vaccination. Au niveau local, les CRSA et les CDU ne se sont pas informés, encore moins été consultés pendant la première phase de confinement. Parfois, pas vraiment de reprise du fonctionnement post-déconfinement. C'est très aléatoire, très région dépendant. Un temps fort pourtant pour les CRSA au moment de la concertation du Ségur de la santé. Donc, on aurait pu penser qu'à ce moment, il y aurait une grosse émergence et un retour vers les associations et les usagers de la santé. Ce ne fut pas le cas. Des difficultés pour les représentants des usagers d'obtenir des informations concernant la situation des hôpitaux, l'évolution de l'impact de la contamination sur les services hospitaliers, sur les déprogrammations. Aucun chiffre ne leur était donné. Et quand, même dans cette deuxième partie, ils arrivent à avoir des chiffres, ils n'ont que des chiffres, ils n'ont pas du tout accès à la concertation pour les déprogrammations, ni sur les contaminations, ni sur les parcours, enfin rien. Très très peu. C'est vraiment aussi là, on est sur vraiment établissement dépendant et très peu d'établissements le font. Et je peux noter que pourtant Olivier Véran, que nous avons eu régulièrement, a agi auprès des ARS pour une meilleure implication des représentants des usagers, mais il y a encore un gros manquement, surtout au niveau de certaines ARS qui sont un peu sourdes d'oreille par rapport à la participation des usagers de la santé. Par contre, on a vu que dans le cadre de la prévention de la vaccination, aujourd'hui, certaines ARS sollicitent plus facilement les représentants des usagers, notamment pour être des ambassadeurs de prévention. On peut noter aussi qu'il y a eu des difficultés liées à des CDU qui venaient juste d'être installés, puisque le renouvellement était en décembre 2019, et que pour certains représentants des usagers, l'impact de la crise sur leur capacité à la représentation était compliqué dû à leur fragilité, à des formes graves de Covid et aussi à l'absence de continuité de leur mandat, ou aussi on peut noter que pour certains, leur participation associative primait dans cette crise Covid où ils ont été des acteurs importants de lien auprès de leurs adhérents. La dernière, s'il vous plaît.
Voilà, en conclusion, il y aurait tant à dire, je vais juste relever quelques points. La prise en compte de la parole des personnes concernées et de leurs accompagnants dès le début aurait permis de minimiser les pertes de chance pour certains, chance, il y a une petite erreur là-haut, une perte de chance pour certains, et aurait aussi permis à chacun de se retrouver dans les informations et dans la continuité des soins. Là, en maintenant au maximum les accompagnements et les soins qui vraiment là ont été très très lourdement impactés, notamment dans cette première partie. On peut dire que pour le deuxième confinement, quand même, il faut noter une grande amélioration de l'accès aux soins qui a été repris par la plupart des soignants, kinés, enfin pratiquement tout le monde a repris ses fonctions, et notamment en cabinet. Des gros manquements dans la gestion de l'attention par rapport à la sécurité, et bien sûr, vous l'avez très bien dit, Sébastien et Coralie, par rapport aux libertés d'aller et venir et aux libertés de choisir, avec des problèmes d'information et de formation. En adaptant dès le départ les règles aux besoins, les déplacements, les contraintes administratives et budgétaires, on aurait sûrement minimisé toutes ces pertes de chance. On espère que le gouvernement, les ARS et que tout à chacun pourra capitaliser par la suite pour des pratiques parce que chaque acteur a eu des pratiques innovantes, et notamment sur le terrain, on a vu de très belles choses se faire, et on a beaucoup de connaissances, donc on espère qu'ils feront appel à nous. Voilà. Merci de votre attention à tous. Merci beaucoup Agnès. Ton intervention est saluée dans les remarques en disant que c'est très fidèle à ce que chacun a connu et a vécu. Donc voilà, on va juste prendre une ou deux petites interventions parce que le temps file et j'aimerais quand même vous donner le mot de la fin. Notamment, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a eu quand même aussi beaucoup de solidarité sur le terrain. Et peut-être que ce serait intéressant d'en parler un petit peu. Comment les usagers, les personnes en situation de handicap ont vécu cette solidarité? Nous, on a des très bons retours. Hein. Au niveau des associations, les gens ont vraiment apprécié. Alors, Coralie le disait, au niveau de l'APF France Handicap, il y a vraiment eu, au niveau de chaque département, une prise en compte de chaque adhérent avec plus de sensibilisation auprès des personnes isolées et solitaires qui avaient vraiment besoin de contact. On a aussi noté beaucoup de mairies qui avaient mis en place du phoning, du téléphone, et puis aussi de la pratique de courses. Enfin, une énorme solidarité citoyenne qui s'est mise en place, et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont découvert leurs voisins aussi et leur mairie à travers cette crise. Ouais. Et puis peut-être souligner aussi que cette solidarité, elle s'est jouée entre professionnels, entre professionnels d'une même structure associative, où nous, par exemple, on a eu des professionnels du secteur enfance qui sont venus renforcer le secteur adulte puisque eux-mêmes, leur établissement avait fermé, et puis aussi interassociatif sur un territoire. Donc c'est vrai que la solidarité, elle a joué vraiment à plein d'endroits différents. Les mutuelles également, en effet, certaines ont fait des actions, des lignes d'écoute se sont créées, tout à fait. Des plateformes aussi. La CARSAT, enfin oui, c'est vrai que chacun a joué son rôle pour atténuer au maximum les choses. La seule difficulté, c'est que toutes ces initiatives-là, finalement, elles touchent des gens qui sont déjà dans des réseaux. Voilà. Et que celles qui sont les plus isolées à domicile, c'est celles qu'on a vraiment des difficultés à toucher. Et l'autre difficulté du coup, c'est que cette solidarité, comme elle n'est pas systématiquement organisée, et bien forcément, on a des loupés à un moment ou à un autre quand on compte sur la solidarité de son voisin ou sur la solidarité de l'association, etc. Mais pour autant, ça a été extrêmement remarquable, en effet, pendant cette période-là. Je ne vois pas d'autre chose. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous laisser le mot de la fin à tous les trois. Donc, on a quand même bien vu dans vos interventions que l'adaptation des politiques publiques au handicap, c'est quand même une des conditions de la réduction des inégalités en santé. Donc là, on l'a illustré autour de la crise Covid, mais on pourrait l'illustrer sur plein d'autres plein de sujets. Sur plein de sujets. Donc, j'aimerais vous laisser chacun une minute pour me dire finalement de vos études, de vos constats, quelle serait le ou la recommandation pour mieux adapter
politique publique au handicap. Vous l'avez déjà un petit peu abordé chacun dans vos interventions, mais s'il y avait une chose à retenir, ce serait quoi? Sébastien, vous voulez bien commencer? Oui, je vous remercie de me donner la parole à nouveau. Alors, moi, j'ai réfléchi un petit peu à partir de nos études à la politique publique qu'on pourrait mener dans ce champ du handicap, hein. Alors, voilà, enfin, c'est une réflexion modeste, hein, voilà. Donc, moi, je m'étais dit comme ça que pour me situer dans la logique du tester, alerter, protéger, alors moi, je proposerais écouter, participer, mobiliser. Alors, Très joli. écouter, renforcer les formations auprès des personnes concernées, une plus forte concertation de la société civile dans cette démarche d'action sanitaire, hein, en particulier en période d'épidémie, mais pas que. La participation, donc participer. Pourquoi pas des statuts dans les établissements faisant toute leur place aux personnes concernées, hein, davantage voilà, de chartes, une communication plus claire et plus unifiée envers les établissements, effectivement aussi pour pouvoir les faire participer à cette politique sanitaire, hein, qui semble s'imposer à tous. Et la mobilisation, je pense que ça serait, en tout cas d'après les témoignages que j'ai recueillis, il y aurait une demande davantage de liens entre les établissements, entre les différents établissements. Davantage de liens entre les établissements et le voisinage pour une meilleure inscription dans l'environnement social et l'environnement urbain, et davantage de partage d'expériences et de partage d'expertise intégrant des personnes en situation de handicap ou des personnes concernées par des maladies chroniques. Super. Merci beaucoup Sébastien. Coralie, le mot de la fin? Oui, bah moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, donc je ne vais pas ajouter. Il a été très bon, hein. C'est Voilà, terrible de c'était commencer très par bien. quelqu'un qui est très bon. Et puis peut-être reprendre aussi les conclusions d'Agnès sur le fait voilà, de vraiment associer des personnes concernées au moment au moment où on pense ces politiques publiques et ne pas les oublier et ne pas y penser des mois après. Donc vraiment plus de démocratie à ce niveau-là et d'implication des personnes concernées au moment de l'établissement des politiques publiques. Voilà. Merci. Agnès? Bon, bah alors, ils ont tout dit, hein. Juste, moi, je rajouterais qu'il y a la nécessité d'adapter les systèmes de communication aux différents types de handicap. Pour moi, c'est fondamental et c'est un gros oubli. Quand on voit aujourd'hui le début des réflexions sur les campagnes sur la vaccination, je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils soient très bons sur la communication adaptée aux tout type de handicap. Quand je parle de handicap, je ne parle pas que du handicap physique, moteur et tout, mais aussi le handicap social. Il y a vraiment un énorme problème en France sur la communication. Aujourd'hui, moi, je souris tout le temps le soir quand je vois, de temps en temps, la communication sur tous anti-Covid. Je me demande ce que comprennent la plupart des gens de ce logo bleu, blanc, rouge avec le carré qui arrive et on te dit qu'il faut participer, mais les gens ne comprennent pas à quoi on participe à travers ce truc. Voilà, donc je dirais qu'il y a ça en plus à ajouter à tout ce que Sébastien a dit. D'accord. Et ben moi, je me permettrais une dernière chose. Je sais que je suis animatrice, mais c'est le aller vers. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les politiques publiques, hein, elles ne sont pas tournées assez pour développer le aller vers. On attend que les gens demandent, on attend qu'ils puissent signaler leurs difficultés et on ne met rien en place pour que l'on puisse prévenir ces difficultés, pour qu'on puisse les accompagner dès le départ. D'abord, c'est difficile de solliciter. En plus, il faut savoir où on peut solliciter. Et je pense qu'aujourd'hui, les politiques publiques, pour être plus adaptées aux personnes les plus isolées, les plus précaires, les moins informées, elles doivent développer de plus en plus de l'aller vers. Donc là, les associations l'ont fait. Mais comme je vous dis, c'est des initiatives privées et que si on veut louper personne, il faudra qu'on développe aussi cet aller vers pour mieux adapter les politiques publiques. Merci beaucoup à vous trois. Donc, j'espère que ce webinaire vous a donné l'envie de venir découvrir notre module Handi de la 18e Université d'été, qui aura lieu, on l'espère, en présentiel du 27 juin au 2 juillet à Besançon. Donc, le thème, c'est adapter les politiques de santé aux situations de handicap, un gain pour tous. Donc, l'idée, c'est d'aller au-delà de cet exemple de cette crise sanitaire pour pouvoir réfléchir aux différents déterminants de santé,
réfléchir à l'approche par les droits, prendre en compte l'environnement, les spécificités. Et puis, un gain pour tous, parce qu'on l'a vu, quand on parle de handicap, eh ben, on parle aussi de maladies chroniques, on parle aussi de personnes âgées, on parle aussi de personnes précaires. Et du coup, l'idée, ce sera aussi un peu d'aller voir finalement qu'est-ce qui peut être commun, qu'est-ce qui peut permettre d'adapter directement les politiques et quel gain finalement on a à adapter les politiques publiques dès le départ. Vous pourrez retrouver donc le replay de cette séance et les supports de présentation sur le site de l'Université d'été. Ils vont être mis très prochainement en ligne. Et puis, vous annoncez donc que ce cycle de webconférences continue. Le mercredi 20 janvier 2021, de 15h à 16h30, ça portera sur l'actualité des conduites addictives. Alors, je vous lis « Évolution des usages et réponses à privilégier pour créer des environnements protecteurs par les milieux de vie ». Donc, il suffit pour cela de vous adresser à l'ANA comme vous l'avez fait pour l'inscription de ce webinaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, à vous remercier d'avoir été si nombreux, à vous remercier pour tous vos messages très sympathiques dans le chat qui témoignent de votre intérêt. Et puis, on espère vous retrouver nombreux, soit dans ce cycle de webinaires, soit à l'Université d'été, fin juin, début juillet. Merci beaucoup. Merci à nos invités, à Sébastien, à Corélie, à Agnès. Vos interventions ont été très riches et très complémentaires. Bonne soirée.